Comme vous le savez, le mois de mars reste dominé par des activités liées à la lutte pour la promotion des droits de la femme. À Genève, la 67e session de la Commission de la condition de la femme a clôturé ses travaux par l'adoption d'un document reconnaissant le rôle essentiel de la technologie et l'innovation dans la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, les femmes journalistes accréditées aux Nations Unies et celles des autres médias internationaux avaient organisé une table ronde sur le thème « Comment communiquer aux femmes sur les enjeux globaux ». Cela signifie qu'on se rend de plus en plus compte aux Nations Unies que les femmes ne sont pas les bénéficiaires de l'aide des Nations Unies, ce sont elles les actrices du changement. Donc, aux Nations Unies, je me suis demandé au fond, et c'est pour ça que j'ai réuni cette table ronde, est-ce que nous savons parler aux femmes? Est-ce que nous savons leur dire pourquoi elles doivent devenir les actrices du changement, les actrices de l'action des Nations Unies? Une manière, selon elle, de prouver que les femmes sont aussi actrices du changement. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, des relations que nous devons établir avec le pays ami, les pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. asalaki yango na lisungi ya moto te atiaki nyonso bapata mpe minzoto asalaki moi mpe na sanza asali mabele zamba mpe na mai asali mpe moto po akozabikela nyonso lelo oyo ekoma moto akoma kodomine moto koteka moninga mpona kwanga motema ya moto ebongwani aponi na yekela nesika ya moke nzambe batekande molimbo mpona mbozwi ya sei mbeze na bango ezali ya yudasi balula molili bango baboya polele bango batalaka bato na miso likolo batonda lolendo mami kokisa na nzambe bayina kinya balimbisaka te bana ya bebi suka na bango mabeni balukaki mabe nzambe asalinga bia balukelaki nga liwa nzambe apesinga yabi bakomplot na bango bamoni ndenge jue nzambe nanga asalike bazwa zero.
Madame la directrice du service de l'information de l'ONU à Genève, Mesdames et Messieurs, les femmes sont la moitié du ciel. Sans aller si loin que Confucius, les Nations Unies ont elles aussi repris, mais à leur façon, les femmes au sérieux. Les discours avant nous du directeur général et de l'observateur permanent de l'Organisation internationale de la francophonie l'ont rappelé tout à l'heure. En schématisant un tout petit peu, je caractériserai l'engagement de l'ONU auprès des femmes par 3 éléments différents. Tout d'abord, l'engagement est précoce dès les premières années de sa création. Ensuite, l'engagement est global. Le Sud, autant que le Nord, furent impliqués. Enfin, et puis peut-être c'est l'élément qui me tient le plus à cœur, l'engagement est participatif. Dans le concept onusien, les femmes sont des actrices à part entière. Elles contribuent et elles participent. En ce sens, le thème de la table ronde d'aujourd'hui, je cite, « Communiquer aux femmes sur les enjeux globaux » fait partie intégrale de ce concept onusien. Il s'agit, et puis j'aimerais bien le relever, non seulement d'informer, mais aussi, et peut-être surtout, de communiquer. Et dans cet objectif, les Nations Unies ont choisi de s'adresser à la presse à forte audience féminine. On le voit d'ailleurs dans l'évolution des 2 grands réseaux sociaux, Twitter et Facebook aujourd'hui. Et pour nous toutes et tous qui cherchons des outils et des canaux justement de promotion d'un certain nombre d'idées, de sensibilisation, d'éducation et réellement de lobbying, il est important qu'également on puisse investir ce type de canaux, ce type de réseau, parce que derrière, nous avons également la possibilité d'atteindre une certaine population que peut-être on n'atteindrait pas par un certain nombre de médias peut-être plus classiques. Ou alors tout simplement pour compléter tout le travail formidable qui est fait par les magazines féminins, par la radio, par la télévision. Sachez que sur Twitter, par exemple, sur les 2 dernières années, il y a 300 000 nouveaux et nouvelles utilisateurs par jour. Donc imaginez si on devait monter une campagne de sensibilisation, la richesse extraordinaire de toutes les personnes que nous pouvons atteindre à travers ces réseaux sociaux, et quel est ce magazine ou cette télévision ou cette radio qui peut rêver d'une telle audience et d'un tel audimat aussi vite par jour. Donc ça, c'est fondamental aussi qu'on ne soit pas absent en tant que militant de la cause de la femme de ces réseaux, et ça devient carrément un impératif d'efficacité et un impératif d'impact. Sur Facebook, par exemple, aujourd'hui, il y a 600 millions d'utilisateurs actifs. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui ne sont pas actifs, qui sont là-bas juste pour avoir une liste d'amis. 57% des utilisateurs de Facebook sont des femmes. Donc il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Bien sûr, la plupart sont jeunes. Je n'oserais pas donner quel est l'âge maximum de la qualité de jeunes, parce qu'il est évident que nous toutes et nous tous ici présents, nous sommes tous très jeunes, n'est-ce pas? Alors, chaque utilisateur a une moyenne dans sa liste d'amis de 130 personnes. Donc, imaginez encore une fois l'impact et la résonance, finalement, de une personne qui pourrait, encore une fois, utiliser ces réseaux pour lancer et pour faire passer un certain nombre de messages. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi le PNUD s'intéresse à tout ça? Et le PNUD a organisé, l'année dernière, on s'y est mis, on était bien obligés, on a commencé à tweeter, nous aussi. Et donc, l'exemple a été donné carrément par Madame Hélène Clark, l'administrateur, qui sur un certain nombre de questions a commencé à tweeter. En fait, on s'est rendu compte que cela permettait à beaucoup de personnes, beaucoup d'institutions, d'intervenir alors qu'ils n'auraient jamais intervenu si on l'avait fait selon le modèle classique de
communication. Et cela a également permis à beaucoup de jeunes de s'exprimer parce qu'il n'y avait pas la timidité ou la peur de se retrouver tout d'un coup face aux personnes des Nations Unies. Vous savez à quel point c'est impressionnant de se retrouver devant des personnes des Nations Unies. Donc là, sur Twitter et sur Facebook, on était juste a friend. Et ça a aidé beaucoup parce que ça nous a permis également d'avoir le retour sur un certain nombre de questions quand même que nous considérons importante à partager avec les communautés locales. Et donc, quoi faire, quid à ce niveau-là? Il est évident qu'il faudrait investir et occuper l'espace virtuel et adresser chacun à notre niveau, de par notre mandat, de par nos fonctions, de par nos réseaux, réellement d'adresser le gender gap, le virtual gender gap. Il est inacceptable que nous continuions à ignorer ce gap. La deuxième chose, c'est évidemment former, informer et sensibiliser. Alors former, informer et sensibiliser, pas seulement à l'utilisation des réseaux sociaux, bien évidemment, mais aussi à leur bonne utilisation, parce que je ne vais pas non plus montrer ça comme étant la 9e merveille du monde, ou la 8e merveille du monde, ça dépend où on se situe, mais surtout sur quelle est l'éthique qu'il y a derrière cette utilisation et comment effectivement ça peut se faire en partenariat avec un certain nombre d'organisations et entre autres avec les médias pour qu'on puisse tous y projeter et y injecter l'ensemble des idées et l'ensemble des campagnes de communication qu'on veut faire. Et puis considérer et travailler dans le sens que les médias sociaux, les réseaux sociaux sont réellement un outil pour le women empowerment parce que il y a un potentiel extraordinaire de inclusiveness. Quelle horreur. Excusez-moi, monsieur le représentant. Pardon ? Inclusivité. Bon, alors d'inclusivité. Donc, c'est formidable parce que finalement, bien sûr, il faut avoir un accès. Mais aujourd'hui, franchement, l'accès à Internet a beaucoup été amélioré. D'implication, oui. Il faudrait l'implication et la participation de tout le monde. C'est aussi un formidable outil pour la participation civique et pour aussi l'éducation civique. Et de plus en plus, vous voyez aujourd'hui les grandes campagnes électorales qui passent par les réseaux sociaux. Donc, c'est aussi peut-être une manière de mobiliser le vote des femmes également, parce que c'est également à travers le vote qu'on pourrait éventuellement espérer avoir plus de femmes au pouvoir, plus de femmes dans les postes de décision et plus de femmes qui vont effectivement aider la cause de la femme. Et bien sûr, tout simplement, permettre l'utilisation de tous les outils, et dans ce cas-là, c'est vraiment tous les outils qui soient en ligne, virtuels, réels, écrits, parlés, écoutés et autres, pour qu'on avance. Vous avez certainement tous eu la nouvelle que le rapport qui est sorti aujourd'hui a clairement montré qu'il y avait un recul de la pauvreté partout dans tous les pays. C'est formidable, mais ce n'est pas assez, parce qu'aucun de nous ne peut encore accepter qu'une seule femme soit violentée. Aucun de nous ne peut encore accepter qu'une seule femme soit violentée. Aucun de nous ne devrait accepter qu'une seule petite fille ne puisse pas avoir le droit d'aller à l'école. Aucun de nous ne devrait accepter le fait qu'une seule femme ne puisse pas exprimer ses vrais choix. Qu'elle choisisse ce qu'elle veut, nous le respectons et nous devons le respecter. Mais quelle est la possibilité d'avoir ce choix? Et aucun de nous ne devrait accepter qu'une seule femme n'ait pas une voix. Et en fait, c'est tous ensemble qu'on y arrivera, les médias et les outils n'étant que des outils. Et je terminerai par faire un appel de responsabilité collective en gardant à l'esprit qu'on peut se passer de tout sauf de l'essentiel, et les femmes sont essentielles au développement. Pour moi, ce qui est important de parler des femmes, c'est aussi de dire vous êtes valeur à parole, quelle que soit votre position dans la société. Il ne s'agit pas juste d'être compétente parce qu'on est chef, parce qu'on est rédacteur en chef, parce qu'on est directeur, parce qu'on est vice-directeur. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de parler aux femmes qui sont là, que l'on rencontre dans la rue, mais à qui on ne parle jamais. Parce qu'on les voit dans les transports le matin en allant au travail, parce qu'on les devine dans la rue, à la caisse devant nous, dans les magasins.
Et j'ai donc l'année passée, à l'occasion de la Journée de la femme, créé une chaîne de femmes dans le journal qui s'appelle Femme à Femme, qui vient de se terminer à l'occasion de cette nouvelle Journée de la femme, et qui partait d'une chaîne de l'amitié. Donc cette chaîne est partie de moi, puisque l'idée est partie de moi. J'avais demandé à mon équipe de la lancer autrement. Ils m'ont dit non, écoute Annick, c'est ton idée, lance-la. Donc j'ai présenté ma meilleure amie dans le journal, qui elle-même a présenté son amie, qui elle-même a présenté son amie, ainsi de suite pendant 52 fois. Les rencontres ont été extraordinaires. On est resté en Suisse, toutes les femmes habitaient en Suisse, c'était la condition sine qua non, mais grâce à ça, on est parti au Burkina Faso, en Colombie, en Afrique du Sud, au Mali. On est resté en Suisse, mais vraiment nous avons voyagé parce que ces femmes ont rencontré des femmes, soit parce qu'elles étaient en mission à Katmandou, soit parce qu'elles étaient en voyage scolaire en Colombie, soit parce qu'elles avaient vécu pendant quelques années au Burkina Faso. Grâce à elles, on a voyagé. Et ça, vraiment, c'était une chaîne et c'est une manière de parler des femmes aux femmes, par les femmes. Je n'ai rien écrit. Ce sont chaque fois les femmes qui parlaient aux femmes, qui écrivaient aux femmes. Ce sont leurs mots, leur manière d'écrire. Donc ça n'a rien de journalistique. Rien. Il n'y a pas de introduction, info principale, conclusion, analyse, édito. Rien. C'est avec le cœur. Et ça, je pense que ce qui fait la force de Féminin, c'est ça. C'est le cœur. C'est de dire, venez, ce journal vous appartient, il est à vous. En plus de ça, elle vient le dimanche à la maison. Le dimanche est un jour particulier. L'actualité y est faible. Il faut vraiment qu'il y ait un événement sensationnel pour que les rédactions de news se mettent en branle vraiment très fortement. Et là, on a un rapport avec le lectorat qui est très particulier. Donc on est vraiment un contre-exemple un petit peu particulier dans ce domaine-là. Et en plus de répondre comme un média traditionnel, j'ai un peu l'impression d'être archaïque après le discours de Mme Rochdy en vous parlant de radio. Or, je crois que la radio est encore un média qui est très vivant, qui est très écouté, qui utilise d'ailleurs les réseaux sociaux, j'aurai l'occasion d'en parler. Et c'est un média qu'on attribue assez volontiers aussi à un public féminin, parce que c'est un média de l'émotion, la radio. C'est davantage que les autres, peut-être parce qu'il n'y a aussi pas l'image et qu'il y a ce monde intime et imaginaire qui est derrière. On imagine tout un monde derrière le récit qu'on vous fait à la radio. Eh bien, on décrit souvent la radio comme un média de l'émotion et de l'intimité. Et peut-être qu'on peut, je ne veux pas tomber dans les clichés non plus, mais on peut peut-être plus facilement accoler ces mots-là, ces termes-là aux femmes. Mais je dirais que le média est aussi... Pardon. La radio est aussi un média de l'analyse et du débat. J'entendais l'autre jour Dominique Volton, spécialiste de la communication et des médias, dire que parler des médias sociaux et de l'Internet en parlant de solitude interactive. On est en interaction, mais en même temps, on peut parfois être seul dans son coin. La radio, elle rassemble véritablement, et je pense que de ce point de vue-là, on rejoint un petit peu les souhaits et les attentes que vous avez par rapport à la communication aux femmes. La radio est un moyen d'être ensemble en même temps. Maintenant, je parlais de débat, c'est peut-être la grande difficulté qu'on a comme professionnels de radio par rapport aux femmes. C'est que quand on les invite pour débattre, quand on les invite pour répondre à nos émissions, pour venir s'exprimer, eh bien c'est beaucoup plus difficile avec les femmes. D'abord, elles répondent moins facilement au micro, même dans la rue. Si vous vous promenez avec un micro, vous essayez d'interroger, faire ce qu'on appelle un micro-trottoir, d'interroger des femmes, elles vont tout de suite vous dire « Ah non, mais demandez à mon mari, moi je sais pas ». Ou bien elles n'auront pas envie de s'exprimer à un micro. Et ça, c'est une première difficulté. Quand on les invite à des débats, même des politiciennes, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas la bonne heure, c'est tôt le matin, alors elles sont occupées. Souvent, elles ont des familles, elles sont pas disponibles. Ou bien c'est en fin de journée, c'est aussi compliqué parce que c'est pas des heures qui leur conviennent. Et moi, je constate ça au quotidien. Il faut vraiment faire des efforts surhumains pour arriver à attirer des femmes au micro, parce que elles estiment qu'elles sont pas suffisamment compétentes sur leur dossier. Je crois que c'est pas seulement une question de médias, que ce soit la radio, les réseaux sociaux, la presse magazine. Ce qui change vraiment avec Internet, à l'ère justement des médias sociaux, c'est que il me semble qu'il n'y a plus de messages à délivrer. Votre magazine a décidé de vous présenter une Congolaise d'origine qui,
au fil des ans, s'est imposé comme une personnalité incontournable dans la Genève internationale en matière de communication stratégique. Bonjour Jean-Pierre. Alors d'abord, je vous souhaiterais vous remercier de me recevoir dans ce studio, ici à Genève, capitale de l'humanitaire, capitale des organisations internationales. Effectivement, cela fait maintenant plusieurs décennies que je me suis installée ici et que je couvre l'actualité non seulement du système des Nations Unies, mais de la Confédération helvétique. Et j'ai la chance d'avoir été à plusieurs reprises élue par mes pairs pour diriger les différentes associations qui existent pour défendre la liberté d'expression et l'accès à l'information. Effectivement, j'ai eu l'infime honneur de recevoir un award au mois de décembre de l'Association des correspondants accrédités auprès des Nations Unies, non seulement pour l'ensemble de ma carrière, mais pour la manière dont je défends depuis de nombreuses années mes collègues pour qu'ils puissent exercer leur profession en accord avec les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, mais également des droits de l'homme. Je suis effectivement, mon nom de jeune fille est Catherine Bokonga, mon père était congolais, a toujours défendu son pays, l'image de son pays. J'ai été élevée dans l'amour de mon pays et une mère belge, flamande, et je suis née à Genève, ce qui fait que j'ai eu la chance d'être un des premiers, on va dire, purs produits de la Genève internationale avec une double culture, car j'ai été élevée dans une double culture. Alors j'étais invitée aux Nations Unies pour la Journée mondiale de la télévision, ici à Genève. En fait, ça fait écho à la vidéo que j'ai faite où j'ai parlé le racisme dont je faisais l'objet en Belgique via mon métier, donc en tant que présentatrice météo à la RTBF. Et donc voilà, vu qu'il y avait le débat sur la diversité dans les médias, ils ont voulu m'inviter pour parler de ce thème-là ici aux Nations Unies. Donc moi quand j'étais petite, j'avais personne qui me ressemblait à la télé et j'avais l'impression qu'il fallait être blonde pour faire de la télé, donc je voulais mettre des cheveux blonds. Ma mère me dit non, tu vas pas te mettre en blonde, mais voilà, il faut pas être forcément voilà, il faut sortir de tout ça et je suis contente d'aujourd'hui peut-être aider à représenter ma communauté et surtout représenter aussi les femmes et voilà, pour prouver qu'aujourd'hui tout est possible. Ma communauté africaine au sens plus large, parce que pour moi l'Afrique, j'ai L'Afrique dans le cœur où que ce soit. Maintenant c'est sûr que j'ai plus une éducation, une culture congolaise. Et par exemple à Bruxelles, à Matongué, le quartier africain, là je peux plus aller passer incognito, c'est toujours ah Madame Djunga, parce que les gens sont, je pense, fiers et contents de voir quelqu'un de leur pays à la télévision. Voilà, présenter la météo, qui est un programme qui passe régulièrement et ça les rend fiers et surtout je crois que ça leur donne de l'espoir, ça leur donne de la force et tant mieux. Et comme dirais, je voudrais terminer par une phrase d'un philosophe, c'est Oscar Wilde, qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Et il faut à tout prix qu'on soit nous-mêmes et qu'on ne cherche pas à ressembler à telle ou telle personne, parce que voilà, il faut être unique, on est tous uniques et voilà. Et nalingi bino et mbote na camarade ya RDC naza na accent vraiment beaucoup seka, mais nalingi pays nanga et voilà. Bisous. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. J'aimerais rendre hommage et saluer le travail remarquable abattu par un digne fils de notre République, la République démocratique du Congo, depuis plus de 25 ans, dans la grande abnégation, dans des difficultés, mais présent et abattant toujours un travail remarquable. Je parle de notre compatriote Jean-Pierre Onema, affecté à Genève, couvrant toutes les activités des différents ministères, des différents services qui vont en mission à Genève dans le cadre de la famille des Nations Unies. Il abat un travail vraiment appréciable et nous tenons à saluer, à l'encourager au nom de la République démocratique du Congo. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait et nous osons croire que sa récompense n'attendra pas qu'il meure, mais que déjà sur cette terre, il doit recevoir ce qu'il mérite. Merci beaucoup pour ce travail de qualité que vous abattez, parce que vous êtes les grands ambassadeurs
de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, et nous osons croire que dans les jours qui viennent, des conditions et les meilleures seront mises à votre disposition pour davantage améliorer les rendements, le travail, la qualité des images qui viennent de la Suisse et particulièrement de Genève dans la grande famille des Nations Unies. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse, M. Jean-Pierre Onema. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Alléluia. Atatusi tolembi lelo ngambo na ngambo elike epai na ye elongo ya kosaka te memongo na mboka Kongo ata butu eumeli suka tongo juste un peu de patience ayebi likambo na yo kulo yo bilaka na ye mpona bomoi na yo mpona betudie ya Kongo na bandeko ya diaspora basi bakufela mibali na bana bitike